Le face-à-face. Et oui, le face-à-face, pour parler de qui? De quelqu'un dont on parle beaucoup, mais à juste titre, parce que c'est la seule présidente de la République que je connaisse qui fait parler de lui 6 fois par jour. C'est-à-dire à chaque fois avec effectivement de nouvelles étapes, de nouveaux scoops et de nouvelles... comment dirais-je, Trump, c'est vraiment, on dit un éléphant, ça Trump énormément, mais c'est surtout l'éléphant. Je ne sais pas si dans le magasin de porcelaine ou dans le salon. Bonjour Jean-Baptiste Noé. Bonjour. Bonjour, vous êtes spécialiste de géopolitique, vous occupez de la revue Conflit, et je voudrais savoir un peu avec vous, parce que vous suivez ça très bien, et l'impression que j'ai, et je crois que je ne suis pas le seul, c'est de voir que l'Amérique, depuis, on va pas revenir à la Première Guerre mondiale, mais quand même, et après la doctrine Monroe, l'isolationnisme, etc., s'occupait beaucoup de nation building, fomenter un certain nombre de coups d'État ou de renversements de nations, avec les bonheurs et les désespoirs que l'on sait, on ne va pas tous les citer, de l'Irak à l'Afghanistan, en passant par un certain nombre d'autres pays, et on a l'impression, et corrigez-moi si je me trompe, on a l'impression quand même qu'aujourd'hui que la guerre s'est déplacée à l'intérieur de l'Amérique. Je m'explique, ce n'est pas la guerre de sécession, ce n'est pas évidemment une guerre civile, comparaison n'est pas raison, mais on voit très très bien avec la politique du second quadriennat, je dirais, de Trump, avec Tulsi Gabbard, avec les Pam Bondi, avec la sécurité, avec ICE, avec la chasse aux migrants clandestins, avec l'histoire des impôts, avec tout cela, on a l'impression vraiment que cette fois-ci, il y a l'affrontement vraiment, c'est peu côte à côte depuis longtemps, mais c'est face à face, et cette fois-ci, c'est à l'intérieur des États-Unis. Qu'en pensez-vous ? Oui, tout à fait. On souligne toujours, à juste raison d'ailleurs, le fait qu'il y a des tensions au sein des États-Unis, qu'il y a effectivement des groupes qui sont parfois opposés, mais là, ça prend une dimension qu'on a rarement vue dans les décennies écoulées, même quand il y avait des tensions politiques ou des affrontements politiques. Et surtout, ce qui est ennuyeux pour l'unité américaine, c'est qu'on a du mal à voir des éléments qui pourraient servir de fédérateurs. Ouais. Il y a un effet de radicalisation où chacun va camper sur ses positions et va de plus en plus affermir ses positions sans possibilité de dialogue entre les différents mouvements. Et ça, c'est effectivement assez inquiétant. Oui, et surtout ce qui est inquiétant, Jean-Baptiste Noé, c'est que la tension est très forte. Vous savez, pour qui, comme moi, comme vous, on suit les réseaux sociaux, les publications, etc. C'est quand même tout à fait... Alors, aujourd'hui, il y a évidemment tous les podcasteurs, de Tucker Carlson à Rogan, en passant par Alex Jones, Nick Fuentes et beaucoup d'autres, on a l'impression que c'est devenu, que l'insulte est devenue institutionnelle. C'est-à-dire que c'est vraiment, on s'insulte, on se traite de fasciste, on se traite de raciste, etc. Mais c'est sans aucune... Alors, c'est très bien la liberté d'expression, le premier amendement des États-Unis, mais là, sans aucune retenue, sans aucune mesure. C'est-à-dire, vraiment, moi, ce qui me frappe, c'est cette haine, disons-le, cette espèce de haine incroyable qui sépare aujourd'hui, en tout cas, deux Amériques et leurs représentants. Oui. Et en fait, un des éléments négatifs des réseaux sociaux, c'est que chacun va aller sur ceux qui pensent comme lui, ou les réseaux qui pensent comme lui, ou qui vont le confirmer. Donc, on a un biais de confirmation. On va le dire, voilà, j'ai raison de penser ça, puisque tel média que je suis dit exactement ça. Et donc, on n'a plus forcément cherché des médias ou des réseaux qui vont avoir un point de vue inverse, mais la contradiction aide aussi à réfléchir et à sortir un peu de son confort. Et puis ensuite, vous avez un phénomène de part de marché, où pour attirer des téléspectateurs, des auteurs, il faut être peut-être encore plus dans l'insulte de manière à attirer des gens. Ouais. Et donc, ça va créer une sorte d'individualisation exacerbée. Oui, c'est ça. Et on le sent vraiment très, très, très fortement, parce que, d'ailleurs, Trump a aussi donné le là, il faut bien le dire. D'abord, en disant tous les jours, vous savez, quand il fait ses conférences de presse, vous savez, fake news, il traite, mais évidemment, il peut dire que oui, mais vous avez bien cherché la manière dont vous avez traité durant mon premier mandat et dans les 4 ans de la présidence Biden, c'est vrai que c'était pas piqué des hannetons non plus. Mais est-ce que vous pensez que cette espèce de tension
peut dégénérer. Je veux dire, est-ce que ça peut aller encore plus loin? Parce que on voit les affrontements quand ICE qui est chargé effectivement, de traquer et de faire de la remigration des clandestins. On voit très bien et ça va jusqu'à donner la garde nationale, les soldats, etc. On voit très très bien les tensions vraiment très fortes. Alors, il y en a eu d'autres aux États-Unis, bien sûr, au moment des révoltes afro-américaines et autres. Mais est-ce que vous avez l'impression, Jean-Baptiste Noé, que ça peut aller encore plus loin? Je dirais pas jusqu'à la guerre ouverte, mais quand même quelque chose de encore plus lourd et violent. D'abord, je ne l'espère pas. J'espère que quand même la démocratie américaine parviendra à pouvoir absorber ça. D'ailleurs, c'est le rôle d'une démocratie, c'est-à-dire d'avoir des tensions, des oppositions politiques, mais de l'absorber. Dans une dictature, il n'y a pas d'opposition puisque personne ne peut s'opposer au chef d'État. Donc, c'est une fragilité apparente, effectivement, dans une démocratie, puisqu'on a des tensions qui s'expriment parfois violemment. Mais jusqu'à présent, les démocraties ont toujours pu les absorber, les assimiler. Et donc c'est là on va voir si la démocratie américaine arrive à jouer son rôle, c'est-à-dire d'accepter qu'il y ait des divergences, et c'est normal, d'accepter qu'il y ait des opinions contraires, et c'est tout à fait normal aussi, mais que ça n'aille pas jusqu'à déchirer de façon irrémédiable le tissu social américain. Et c'est ça l'enjeu principal. Et c'est vrai que dès qu'on est dans l'insulte, dans l'invective, où on va dénier à son adversaire une part de légitimité, voire même une part d'existence, eh bien là, on est dans une guerre civile des mots. Et le danger, c'est que ça découle après dans une violence physique. C'est ça. Et la violence physique, bon, elle existe déjà. Hein. On voit dans les images des images d'affrontements très forts. Maintenant, est-ce que alors l'autre question que je vais vous poser, parce qu'on a beaucoup parlé de l'État profond, il y a aussi chez Trump et l'équipe de Trump la volonté d'en finir. On le voit à tous les niveaux. On le voit sur le plan de la santé de Big Pharma avec Robert Kennedy Jr. On le voit sur les attaques aujourd'hui nominatives contre Soros et la société ouverte et d'autres. Aussi, on le voit sur Black Lives Matter, et c'est-à-dire qu'il y a en tout cas un affrontement frontal, une volonté d'affrontement frontal, on va dire l'État profond, il faut le casser. On n'a pas réussi à le faire jusqu'à présent. On va essayer maintenant. En tout cas, on est en train d'essayer et on voit la réaction un peu partout. Alors, la question, Jean-Baptiste Noé, cet État profond, est-ce que pour vous, il existe vraiment? Comment le définir, et surtout, est-ce que la volonté d'en finir, ou lui a les moyens de résister à un Trump dont, après tout, il fera quand il a encore 3 ans à vivre, en tout cas à vivre comme président? Oui, alors ce qu'on peut appeler l'État profond, c'est l'administration, et c'est le corpus administratif. En fait, il y a un paradoxe américain, c'est que le président de la République, enfin le président des États-Unis, a d'abord très peu de temps. C'est des mandats de 4 ans, donc ça veut dire qu'en fait, d'ici 1 an, on va quand même déjà penser à la prochaine présidentielle. Oui. Et même 2 ans, pardon, je vous interromps, mais 2 ans les mi-termes aussi. Les mi-termes, voilà. Donc en fait, Trump n'est là que pour un temps extrêmement court. Il le sait, il n'aura pas un autre mandat, donc il veut vraiment marquer son temps. Il a en fait à peine 1 an, pour 1 an et demi pour faire des choses, donc c'est très très court. Ouais. Et de l'autre côté, le président américain a aussi beaucoup de pouvoirs qui sont limités. On est dans un pays fédéral, donc les États ont une part. Les États locaux ont une part de pouvoir, il y a la Cour suprême, donc il doit aussi surjouer le verbe, surjouer le discours, pour montrer qu'il agit et pour montrer qu'il peut faire des choses auprès de son électorat, notamment en prévision des midterms, mais aussi pour montrer qu'il fait des choses alors même que ses pouvoirs sont plus limités que le président de la France. Oui, c'est ça. C'est ça qui est paradoxal. En fait, il a moins de pouvoir qu'Emmanuel Macron. Enfin, toute proportion gardée. Et d'autant que dans la tradition républicaine qui est activée par notamment cette administration, ils sont dans une vision où Washington doit avoir le moins de pouvoir possible, et il faut donner du pouvoir aux échelons locaux. Aux États. Oui. C'est effectivement une pensée américaine qui émane depuis le début des États-Unis, mais de fait, ça retire du pouvoir au président américain. Donc là aussi, il y a une sorte de paradoxe auquel Trump doit faire face. En même temps, il n'hésite pas à convoquer la garde nationale. Il y va, lui. Évidemment, il n'a pas le choix, comme vous disiez. Pour parler de l'actualité, alors les deux fronts, je parle de politique extérieure dans laquelle il est très 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 impliqué,
Et on voit très bien, c'est d'un côté la résolution de Russie-Ukraine, de la guerre Russie-Ukraine, qui n'est pas en train de... Puisque aujourd'hui, des drones russes ont bombardé Kiev, enfin hier, et puis il paraîtrait que Donald Trump, qui voulait s'en désintéresser complètement en vendant des armes à l'Europe pour qu'elle les donne à l'Ukraine, aujourd'hui il dit peut-être vous pourriez bombarder effectivement même sur le territoire russe. Alors on comprend pas très bien, est-ce qu'il y a à votre avis volte-face ou il y a plutôt nécessité, et c'est un jeu nécessité en fait de se retirer du jeu comme on avait l'impression, de dire écoutez, si vous voulez vous Europe acheter des armes, on vous les vendra, aucun problème, mais nous on n'est plus dans ce jeu-là, et quid surtout de l'OTAN. Qu'en pensez-vous? C'est extrêmement illisible parce qu'il avait dit alors, je vais régler la question ukrainienne en quelques heures et puis finalement après en quelques mois. Il y a eu ce sommet au mois de juillet en Alaska avec Vladimir Poutine qui n'a rien donné. Tant que Poutine tient le territoire en Ukraine et tant que son armée avance, même si elle avance doucement, il n'y a aucune raison pour qu'il se retire et il n'y a aucune raison pour qu'il négocie la paix. Et donc on a l'impression que Trump s'est fait un petit peu avoir et qu'il a pensé qu'il suffirait de tendre la main à Poutine et de négocier avec lui pour trouver une sortie de crise. Et d'ailleurs, on voit bien qu'il a complètement changé, vous l'avez bien dit, d'esprit. Et maintenant, il va vers un ton qui est beaucoup plus vindicatif et belliqueux. Parce qu'en fait, on est bloqué. Il n'y a pas de sortie de crise possible pour l'instant dans cette guerre d'Ukraine. Oui, c'est ça, et on voit très 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 bien. Effectivement, je crois que vous avez raison. Lui a cru the art of the deal, lui le dealer suprême. D'abord dans l'immobilier et ensuite en politique. Il a pensé que le deal réglerait tout, et c'est plus compliqué que ça. Hein. C'est bien. Oui, et puis c'est un peu humiliant pour la diplomatie américaine qui en fait patine et n'arrive pas à trouver de solution alors que c'est censé être la première puissance mondiale et celle qui résout tout. Et là, c'est vrai que c'est un échec pour Donald Trump pour l'instant que ce dossier ukrainien. Oui, c'est clair. On va continuer d'en parler avec vous, Jean-Baptiste Noé, après cette petite pause, et on va parler de Netanyahou et de l'autre conflit qui nous occupe, nous aussi, ce conflit Israël-Palestine, Gaza. On en parle tout de suite après cette petite pause. Trump, effectivement... comme dit, unique objet de l'assentiment de certains et du ressentiment, et quel ressentiment de l'autre. Alors, on est toujours avec Jean-Baptiste Noé, rédacteur en chef de la revue, de l'excellente revue Conflit, je dois dire que je reçois et que je lis avec plaisir. Et puis nous allons recevoir Sébastien Boussois, qui vient d'écrire, qui est géopolitologue, et qui a écrit un livre, Donald Trump, Retour vers le futur, aux éditions Marais, un très intéressant livre, effectivement, Retour vers le futur. C'est assez ça en ce moment. Jean-Baptiste Noé, je voudrais qu'on parle aussi d'une autre actualité quand même très forte. Aujourd'hui, Donald Trump recevait Benjamin Netanyahou, le Premier ministre d'Israël, pour la quatrième fois, depuis janvier quand même. Et il a prétendu, en tout cas, il a affirmé hier, devant des parterres de journalistes américains, il a dit on est proche d'une solution pour Gaza, on est proche d'une vraie solution, on n'est pas loin, je vous en parlerai en tout cas aujourd'hui ou demain, en tout cas quelque chose se passe. Alors on a entendu effectivement que les otages seraient tous libérés, que Israël doit se retirer totalement de Gaza, etc., etc. Est-ce que, à votre avis, avec votre analyse, est-ce qu'on est assez proche, ou sinon au bord, non pas du précipice pour une fois, mais d'un certain règlement? D'abord, si les otages sont libérés et qu'un accord de paix est trouvé, je m'en réjouis, et c'est ce que je pense tout le monde espère. Donc, ça serait une bonne chose. Le problème, c'est que pour l'instant, on a eu beaucoup de promesses. On parlait de l'Ukraine avant la pause, on n'a pas vu grand-chose, et on sait bien que c'est un conflit qui dure en fait depuis 1947, des questions de palestiniennes, et sans solution non plus. Donc, on verra, attendons de voir. En tout cas, Netanyahou s'est toujours opposé à un État palestinien. Et on a notamment la colonisation en Cisjordanie qui est fait pour l'empêcher. En face, vous avez le Hamas qui continue à vouloir éradiquer Israël. Ouais. Donc on a du mal à trouver comment deux adversaires qui veulent l'éradication chacun l'un de l'autre pourraient trouver un accord. Donc on verra ce qui sera annoncé. Je suis malgré tout un peu sceptique. Oui, c'est intéressant parce que notre ami Donald Trump, pas seulement pour avoir le prix Nobel de la paix, c'est pas le problème, mais il s'est vanté d'avoir réglé 7 conflits déjà depuis 8 mois. Celui-là, c'est autre chose, c'est pas un conflit de quelque temps, c'est un conflit, je veux dire, séculaire. On verra comment il arrive. Restez avec nous, Jean-Baptiste Noé. Bonjour Sébastien Boussois.
Bonjour. Bonjour. Alors, j'ai lu votre livre, Donald Trump, Retour vers le futur, c'est le cas de le dire, aux éditions Mareuil. Alors, pour vous, Trump, quand même, faiseur de paix, parce que c'est vrai qu'en 8 mois, il a absolument arrosé, hein, il n'a pas arrêté, je veux dire, il tire plus vite que son ombre, quelquefois, d'ailleurs, à très bon escient, il faut le dire, quelquefois peut-être moins. Alors, pour vous, sur ces problèmes dont on a parlé, il est là tout le temps, il est là. Alors, il s'occupe évidemment de l'intérieur de l'Amérique, évidemment d'abord America First, etc. On le voit sur les tarifs, on le voit pour amener toutes les entreprises, revenez produire aux États-Unis, etc., etc. Enfin, on connaît tout ça. Et sur le plan qui nous occupe aujourd'hui, par exemple, Russie-Ukraine, mais sur le Proche-Orient, on vient d'en parler avec Jean-Baptiste Noé. Quel est votre sentiment, Sébastien Boussois ? Écoutez, j'ai pas envie d'être sceptique à ce stade-là, parce que vu la situation depuis maintenant bientôt 2 ans, j'aurais plutôt tendance à avoir au moins un peu une note d'optimisme et d'espoir, vu cette situation tragique qui effectivement dure depuis maintenant bien trop de décennies. Je pense qu'il faut saluer, pour commencer, le volontarisme de Donald Trump. Et certains pourraient aussi saluer celui d'Emmanuel Macron. En réalité, dans un système international aussi complexe, aussi en pleine transformation, passant du multilatéralisme, d'un effondrement du multilatéralisme à un retour du bilatéralisme, je crois que les initiatives privées ou les initiatives individuelles peuvent effectivement compter. Maintenant, ce qui fait, et je fais le lien avec votre question précédente que vous posiez à Monsieur Noé, la question de savoir si on était proche ou pas, tout dépend évidemment de ce qu'on entend et quels sont les termes que l'on utilise. Si l'on parle de l'objectif de parvenir à un cessez-le-feu, Donald Trump est très confiant. Il est clair qu'il y a eu des réunions à l'Assemblée générale des Nations Unies la semaine dernière avec 21 pays, avec un certain nombre de pays arabes, pour monter un plan global de 21 points qui permettrait de sortir de l'ornière. Est-ce qu'on peut considérer que la paix est proche ? Aujourd'hui, la paix ne veut rien dire, ne veut plus rien dire, surtout quand on connaît la transformation des conflits aujourd'hui, qui sont des conflits hybrides, où on est toujours un peu dans l'entre-deux. Si l'objectif est de parvenir à une forme de cessez-le-feu, c'est une chose. Si l'objectif est de voir la paix, oui, la paix, c'est autre chose. Mais quand même, Sébastien Boussois, je voudrais reprendre sur quelque chose. Vous dites, voilà, l'initiative de Trump, très bien. L'initiative de Macron, vous avez l'air de dire très bien aussi. Mais elles se contredisent complètement. Puisque Macron, lui, il a reconnu à l'État palestinien tout ce qui est totalement à l'opposé de la vision de Trump. Non, mais vous avez raison. Je m'explique. Ce que j'entends par volontarisme, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir tendance à baisser les bras pour essayer de trouver des solutions à ce conflit. Certains ont considéré que la démarche d'Emmanuel Macron pouvait concourir quelque part à faire avancer la paix, ou en tout cas à faire reculer la guerre. Je ne suis pas convaincu du tout de ça. Mais il est évident qu'aujourd'hui, dans une situation où bien nombre de pays ont complètement abandonné l'idée d'une résolution de ce conflit, qu'il y en ait quelques-uns qui essayent de faire quelque chose, me paraît tout à fait louable. Et effectivement, si Trump est présent partout, c'est aussi pour moi le symbole, peut-être le dernier des Mohicans d'ailleurs. On a longtemps parlé de la désoccidentalisation. Donald Trump, président de la première puissance mondiale, le montre et cherche à le maintenir. Ce n'est évidemment pas évident avec les ennemis que nous avons aujourd'hui, mais en tout cas, c'est peut-être le dernier barou de ce que les Occidentaux pourront essayer de faire pour peser sur les grands équilibres mondiaux. Alors c'est intéressant de voir si c'est le Alamo de l'Occident ou au contraire ça va être une renaissance. C'est vrai que ça c'est qui vivra verra, mais c'est l'enjeu mondial. Juste un mot, Jean-Baptiste Noé, est-ce que aujourd'hui au fond votre avis un peu sur les positions respectives justement sur le plan du Proche-Orient de Macron et de Trump? On voit que les deux, d'abord les deux font des choses, et même Macron, même s'il a été beaucoup critiqué, a quand même engagé la diplomatie française, et des pays comme le Royaume-Uni ou l'Australie l'ont suivi. Donc ça montre quand même que la diplomatie française a été force de proposition et a pu créer un sillon derrière. Ce que je trouve intéressant, c'est que il y a l'annonce de l'État palestinien, c'est symbolique. Mais les symboles sont importants, mais il y a surtout derrière un vrai projet, dans un camp comme dans l'autre, enfin chez Trump comme chez Emmanuel Macron. Ils ont bien compris que ça suffisait pas de dire simplement « je reconnais l'État de Palestine », il faut aussi avoir un projet pour le rendre viable. Et en fait, c'est tout le problème, et c'est là d'ailleurs où les deux
vont se retrouver un petit peu avec des difficultés. C'est comment faire vivre un État quand les frontières ne sont pas clairement définies, quand il n'y a pas de structure administrative, quand il n'y a pas de ressources financières. Donc, au-delà du symbole, comment est-ce qu'on fait pour le faire exister concrètement ? C'est là où arrive la principale difficulté. Et oui, et on voit très très bien que ça, ce n'est pas encore demain la veille. C'est vrai que, vous savez, c'était un humoriste qui ricanait, enfin, on se dépêche d'en rire de peur d'être obligé d'en pleurer, et disait Palestine ou Israël, terre promise, mais si difficilement tenue. On en parle avec vous et avec Sébastien Boussois. Juste après, restez avec nous. C'est le Proche-Orient, c'est Trump et tout ça, ça nous concerne totalement et on aura un auditeur. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Un éléphant, ça trompe énormément, mais quand ça trompe, qu'est-ce qu'on entend, hein, le bruit. Nous sommes toujours avec Jean-Baptiste Noé, directeur de la revue Conflit, de l'excellente revue Conflit, et avec Sébastien Boussois, qui vient d'écrire Donald Trump, Retour vers le futur. Maud, je crois que nous avons... Et nous sommes en ligne avec César, qui nous appelle de Bayonne. Bonjour César. Bonjour César. Bonjour André Berkoff et très bonne rentrée à vous et à l'équipe de Sud Radio. Merci. Alors, je voudrais juste réagir à ce que vous avez dit au début, André Berkoff, lorsque vous parlez des conflits internes au pays. C'est-à-dire, il y a des gens qui s'insultent de ceci, d'autres de cela, certains de fascistes, d'autres. Donc voilà, je voudrais réagir à ça, parce que à part la Suisse, il y a la plupart des pays, lorsqu'ils sont pas, il y a que la Suisse qui fait ça. Lorsque les gens sont pas d'accord en Suisse, eh ben ils font une pétition. Et lorsqu'on a plus de 50 000 personnes qui ont signé la pétition, eh ben il y a un référendum. Là, je fais écho par rapport à ça, parce que il y a eu Philippe de Villiers qui a fait une pétition sur l'immigration, et ben il y a toujours pas de référendum. Alors qu'en Suisse, ça serait parti en référendum. Donc qu'on soit d'accord ou pas, l'avantage d'avoir des pétitions reconnues et des référendums qui s'en suivent lorsqu'ils ont du succès, ben ça permet de calmer tout le monde. Qu'on soit d'accord ou pas, chacun vote et puis voilà, le conflit est réglé. Et c'est ça que je veux dire, on devrait faire comme la Suisse, on aurait une démocratie représentative comme là-bas, mais on aurait aussi une démocratie participative, c'est-à-dire qu'on aurait des fameux pétitions reconnues et des référendums, et donc ça réglerait tous les conflits. Donc Cher moi, c'est César, ça qui est catastrophique, c'est que on voit des gens dans les médias, mais le peuple n'a aucune parole, on vote une fois tous les 5 ans, et comme dit Alexandre de Chardin, il faudrait que le peuple soit présent pendant 5 ans et pas tous les 5 ans. Voilà. Ben écoutez César, vous parlez d'or, moi je ne peux pas dire le contraire puisque je suis totalement d'accord avec vous. Maintenant, la France n'est pas la Suisse. Et alors pour les États-Unis, justement, je vais me poser la question à la fois à Jean-Baptiste Noé et à Sébastien Boussois, et soyons jamais, vous n'êtes pas en langue de bois. Est-ce que ce genre de choses est possible? La question, un référendum avec les lois américaines qui n'ont rien à voir avec les nôtres. D'abord en France, effectivement, on peut faire 2 millions, 3 millions, 4 millions pour arriver à un référendum, ça va être très compliqué, mais enfin, ça c'est un autre problème. Mais parlons des États-Unis. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable compte tenu des lois et de la Constitution américaine, Jean-Baptiste Noé? Alors, il n'y a pas de référendum national aux États-Unis. En revanche, il y a de très nombreuses élections au niveau local, au niveau des États fédérés, voire même au niveau des villes. Et par exemple, quand vous avez l'élection du président américain, les électeurs américains votent sur d'autres sujets. Alors, ça peut aller de la question de l'avortement à celle du cannabis ou bien d'autres sujets encore. Donc, il y a une démocratie plus locale avec des lois qui vont d'ailleurs varier d'un pays à l'autre, enfin d'un État à l'autre. Prenez la peine de mort, par exemple. Donc, c'est vrai que de ce point de vue-là, la démocratie américaine est moins centralisée et plus fédérale. On est bien dans des États et non pas un seul État. Des États qui sont unis. Sébastien Boussois, là-dessus, sur la problème de la parole au peuple. Oui, bah effectivement, je pense que c'est un élément important. Votre auditeur a raison sur l'idée qu'on a le sentiment que le peuple est convoqué tous les 5 ans. Et encore, en France, maintenant, c'est tous les 5 ans au lieu de tous les 7 ans, en tout cas pour la présidentielle, même si le temps peut paraître encore souvent un peu long, même pour 5 ans. Bref, mais en tout cas, ce qui est évident, c'est que on a dans des systèmes plus fédéraux la possibilité d'une forme de, comme l'a dit très justement Jean-Baptiste Noé, de décentralisation du pouvoir. Je pense quand même que vu l'évolution aux États-Unis et puis la conviction intime de Donald Trump d'être un peu
je vais pas dire le leader Maximo, c'est peut-être un mot probablement exagéré. Non, non, en tout mais cas, la personne qui fait bouger les voilà, lignes. la personne qui fait bouger les lignes et qui incarne une certaine vision, on va dire, unie, pour l'instant en tout cas, de l'Amérique et de ce vers quoi il veut tendre, c'est-à-dire ce fameux MAGA, Make America Great Again. Je ne vois pas bien du coup, au-delà de la question des référendums, comment il pourrait se poser à un moment ou un autre. Mais c'est vrai qu'en Europe, il pourrait se poser très clairement, notamment sur la question de la Russie et de l'Ukraine, la question qui peut paraître tout à fait bateau de demander aux Européens s'ils veulent continuer à soutenir ou à financer un conflit et en tout cas continuer à soutenir l'Ukraine dans sa défense contre la Russie qui l'a agressée il y a 3 ans. La question se pose évidemment. Pleinement avec tous les débats autour de la question certes de la souveraineté, certes de l'OTAN, certes des États membres, certes de l'article 5, mais sur un pays qui, c'est un fait, ne fait partie ni de l'OTAN ni de l'Union européenne. Ces questions-là, à un moment ou à un autre, je pense qu'elles exploseront sur le plan populaire en Europe en tout cas. En tout cas, il serait quand même bon qu'un référendum, c'est que le dernier référendum qu'on a eu en France, c'était en 2005, il y a déjà 20 ans, et on sait quel a été le résultat. Maud, nous avons, je crois, un auditeur. Richard, bonjour. Oui, bonjour Richard. Oui, bonjour Monsieur Berkoff et bonjour à vos invités. J'ai vécu 25 ans aux États-Unis et ce que je vois maintenant, ce qui se passe au point de vue de la violence aux États-Unis, que ce soit verbal ou physique, ça vient de la gauche principalement. On a vu aussi des petits exemples comme même certaines célébrités qui vraiment insulte le président. On a eu Robert De Niro, on a eu Jimmy Kimmel, on a eu Stephen Colbert. Tous ces gens participent à cette haine. Oui, c'est des humoristes. Pas des humoristes animateurs, quoi. Oui, c'est intéressant. Vous avez vécu, vous dites 25 ans, c'est ça, aux États-Unis. C'est ça, oui. Et dites-moi, est-ce que ce niveau de haine n'existait pas avant, enfin, à ce degré? Non, pas du tout. Mais vous savez, moi, je suis arrivé aux États-Unis quand il y avait Johnny Carson, The Tonight Show. Le grand animateur de télévision, oui, bien sûr. Voilà. Et cet homme, c'était un talk show, mais il parlait jamais de politique, ou alors quand il satirisait, c'était la gauche et la droite. C'était jamais comme aujourd'hui. Et la plupart, vient de la gauche. C'est ça qui est incroyable. Mais c'est quoi cette gauche américaine? Mais de quelle gauche vous parlez exactement quand vous dites la gauche? Je parle de la gauche des célébrités. Je parle de la gauche de Jimmy Kimmel qui fait une émission, un talk show, et qui fait du militantisme. Il a menti après le meurtre de Charlie Kirk. Il a carrément menti, il a carrément dit que c'était MAGA, que c'était à cause de quelqu'un de MAGA. Oui, que c'était un Trumpiste qui avait tué, oui. Voilà. Tout à fait, Et il a été sanctionné et il a refusé de s'excuser. Et c'est pour ça, Et par contre, sur Fox Télévision aujourd'hui, vous avez une émission, un talk show qui s'appelle Godfield. Et lui, c'est le talk show le plus populaire aux États-Unis aujourd'hui. Oui, Gutfeld. Il satirise Gutfeld, voilà. Il satirise les deux côtés, quoi. Mais dites-moi, dans la rue, vous dites c'est qui alors dans la rue vous dites la violence vient de. Alors c'est quoi la gauche? Black Lives Matter, la gauche, c'est quoi? Parce que pourquoi je vous pose la question, Richard, c'est parce que Trump accuse carrément Soros, l'Open Society et d'autres de fomenter, même de payer des mouvements qui réagissent à ICE et à la police qui chasse les migrants clandestins, et il va jusqu'à accuser un certain nombre de gens de pouvoir ou de milliardaires de financer ces mouvements. Vous en pensez quoi? On sait qu'est-ce que Black Lives Matter est devenu. On sait très bien que Black Lives Matter est un mouvement très très politisé et très entre guillemets fasciste, quoi. On sait très bien qu'est-ce qui s'est passé avec eux et qu'est-ce qui se passe encore avec eux, mais ils ont perdu beaucoup ils ont plus l'influence qu'ils avaient au début aux États-Unis. D'accord. Et ça vient que ce soit des blacks, des noirs ou des latinos ou des blancs. Moi, ma fille habite au Texas. Elle habite à Fort Worth. Oui. Et quand moi je vais lui rendre visite, dans la rue, on le ressent pas vraiment encore ça. C'est plus les médias et à la télévision, mais plus les médias et les journalistes tout.
D'accord. Mais dans la rue, moi, je le ressens pas vraiment pour l'instant. Je le ressens pas. Jean-Baptiste Noé, à propos de cette témoignage de Richard et à propos de cette violence, on en a un peu parlé en début d'émission, mais est-ce que cette violence-là, et je voudrais arriver à l'Europe, parce que avec vous et avec Sébastien Boussois, au fond, ce qui est très intéressant, c'est que Trump, justement, pour pas que de lui, mais la politique américaine, MAGA et compagnie, divise profondément l'Europe. On voit très bien les gens qui vraiment n'aiment pas Trump, et c'est le moins que l'on puisse dire, n'aiment pas en tout cas la direction de la politique américaine, l'économie américaine, et en Europe même, et les gens qui au contraire l'apprécient. On ne veut pas nommer Mélanie d'un côté, Macron, Starmer et l'autre de l'autre. Est-ce que, au fond, l'Europe, dans cette perspective, Amérique d'un côté, Russie de l'autre, et puis les BRICS, ne parlons pas évidemment du Sud global, comment l'Europe, notre Europe à nous, dite l'Europe occidentale, comment se retrouve-t-elle? Jean-Baptiste Noé. Je ne sais pas si c'est tant Donald Trump qui est apprécié que l'Amérique. En fait, ça aurait été Joe Biden ou quelqu'un d'autre. L'Amérique est ce qu'elle est. Les États-Unis sont très dépendants aux États-Unis l'Italie est très dépendante aux États-Unis pour plein de raisons. Donc de toute façon, il faut faire avec, quel que soit le chef d'État, qui est la personne qui dirige les États-Unis. Et donc chaque État essaye de faire au mieux et essaye de tirer ses intérêts. Et donc actuellement, c'est Donald Trump. Donc ils essayent de s'entendre avec lui. Mais ça montre surtout qu'il y a une très grande dépendance des pays européens aux États-Unis. Par exemple, on parle de la guerre en Ukraine pour l'achat d'armement, tout simplement. Et on voit bien d'ailleurs avec les débats portés par Éric Trappier, le PDG de Dassault, qui dit il est capable de faire des choses seul. Il n'a pas besoin des autres entreprises européennes, mais les autres entreprises européennes, elles sont très dépendantes des États-Unis. Donc il y a une dépendance qui est militaire, qui est stratégique, et qui fait que, de toute façon, aujourd'hui, l'Europe n'a pas d'autonomie stratégique par rapport à Washington. Alors justement, Sébastien Boussois, est-ce que l'Europe n'est pas nue aujourd'hui? Est-ce que, comme disait le général de Gaulle, disait l'Angleterre, je la veux nue, en disant mais je n'ai pas dit ça. Et est-ce que quand même quelque chose, on a l'impression que l'Europe se retrouve, pardon de l'expression un peu vulgaire, cocu, battue et mécontente, bien sûr, par rapport à ce qu'on leur dit. Qu'en pensez-vous? Écoutez, c'est moins qu'on puisse dire, mais c'est pas juste la faute des autres. Parce que souvent les Européens, et c'est d'ailleurs le cas depuis le retour de Donald Trump en janvier, tout est de la faute de Donald Trump, tout est de la faute des États-Unis. Alors je dis pas que cet homme est parfait, c'est le moins qu'on puisse dire. Il défend ses intérêts, il défend les intérêts des Américains. Si effectivement les Européens faisaient ça un petit peu plus souvent, probablement qu'on aurait déjà une forme d'autonomie, ne serait-ce qu'une souveraineté en termes de défense, et qu'on ne se serait pas reposé sur nos lauriers pendant des décennies sur le parapluie américain pour ensuite râler et venir chouiner dès l'instant que les Américains se disent on se retire, débrouillez-vous avec vos conflits, cette guerre n'est pas la mienne, etc., etc. Le problème, c'est qu'en fait, l'Europe va même plus loin que ça, même si Ursula von der Leyen a quand même battu sa coupe un peu plus tard, puisque sur l'accord, notamment des tarifs douaniers, tout le monde l'a accusé d'avoir pratiquement démissionné face au président américain. Mais un rapport de force, le rapport de force, il est celui-là. Vous pouvez continuer effectivement à protester, vous n'allez pas inverser le rapport de force avec les États-Unis. Le problème, c'est qu'on a fait la même chose avec la Chine, et pour les raisons que vous connaissez, la même chose évidemment avec la Russie depuis le début de la guerre. Donc au-delà des faits, au-delà des raisons, au-delà de l'avoir fait ou pas fait, la question est que l'Europe est de plus en plus isolée. Et ça pose une véritable question sur son avenir, tout comme la question de l'avenir de la démocratie. Quand vous avez une évolution globale des politiques qui sont plutôt à suivre pour un certain nombre le courant plus populiste, celui effectivement de Donald Trump, qu'on ne peut pas systématiquement catégoriser d'extrême droite, puisque c'est aussi la nouvelle mode maintenant. Si vous n'êtes pas islamo-gauchiste, vous êtes facho. Je pense qu'en tout cas, il faut arriver aujourd'hui à comprendre que les Européens doivent avant tout défendre leurs intérêts, non pas contre les autres, mais pour eux-mêmes. Et je pense que ça, c'est une véritable difficulté aujourd'hui de cette forteresse de l'Union européenne qui édicte, qui délivre pratiquement des indulgences et qui délivre des bons points et qui pose un problème évidemment
également sur l'avenir de l'Europe à l'égard de toutes les autres grandes puissances mondiales, qu'elles soient libérales comme aux États-Unis ou illibérales ailleurs. Mais d'autant plus, Jean-Baptiste Noé, qu'il y a aussi beaucoup de tartufferie et d'hypocrisie. Quand on apprend, par exemple, que l'Europe de l'embargo, l'Europe du gel des avoirs russes, continue à acheter du pétrole russe directement. Alors évidemment, elle l'achète pas à l'Inde par Inde interposée, et elle paye d'autant plus. Je parle pas du gaz de schiste américain, mais il y a même encore aujourd'hui, alors nous parlons des ventes directes de la Russie à l'Europe, enfin cette Europe occidentale qui n'arrête pas de dire mais c'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. Jean-Baptiste Noé, quand même, il y a une tartufferie là-dedans. Oui, enfin, c'est surtout une dépendance. La Russie est le deuxième producteur mondial de gaz et de pétrole, donc on peut pas s'en passer. Et d'ailleurs, jusqu'à l'année dernière, le pétrole russe transitait par l'Ukraine et le gaz russe transitait par l'Ukraine et il se rendait jusqu'en Europe de l'Est qui avait besoin de cette énergie. Et d'ailleurs, l'Ukraine touchait des dividendes par le passage du gaz et du pétrole russe. Alors ça a été arrêté finalement, mais ça montre que les États sont interconnectés, que la mondialisation c'est aussi ça, c'est celle des échanges. Et donc quand vous avez des États comme l'Allemagne qui ont tout misé sur l'éolienne, eh bien, ils ont besoin d'avoir du gaz russe pour pouvoir avoir de l'énergie abondante. Donc, aujourd'hui, on est en train de revenir aussi à cet élément-là et beaucoup de pays européens n'ont pas d'autonomie énergétique. Oui, ce qui est extraordinaire quand même, franchement, c'est qu'ils s'en aperçoivent à présent, alors qu'ils le savaient très bien et mieux que nous depuis déjà des décennies. C'est ça qui est fabuleux. Et vraiment, là, un jour, on aura à traiter, et c'est presque une question de morale, était-il inconscient? Était-il, allez, je vais le dire, je ne sais pas, conflit d'intérêts, acheté ou autre? Était-il complètement aveugle? Vraiment, la question est posée. On va continuer d'en parler avec vous, Jean-Baptiste Noé, avec vous, Sébastien Boussois. Il y a un problème, quelque chose de pourri dans le royaume, là. On va, tu vois, après cette dernière et toute petite pause, et vous, 0826 300 300, vous le savez. Merci. Sud Radio faisait à midi 14h. André Berkoff. Toujours Donald Trump, l'Amérique, le monde, les foyers de tension, ils sont nombreux. Et nous sommes avec, et je les en remercie, avec Jean-Baptiste Noé, directeur de l'excellente revue Conflit, jeudi, avec Sébastien Boussois, Donald Trump, Retour vers le futur aux éditions Mareuil. Alors, cette géopolitique qui nous occupe, et comment vous voyez, vous êtes des observateurs de ce monde qui bouge, et Dieu sait s'il bouge, et Dieu sait si plaques tectoniques, on le dit depuis longtemps, se sont mises à bouger, mais très vite, et Dieu sait aussi si il y a des personnalités qui ont jailli et qui sont aujourd'hui effectivement aux manettes. Au fond, est-ce que l'époque ne favorise pas, pour le meilleur et pour le moins bon, il ne s'agit pas de faire jugement moral, des gens comme Trump d'un côté, comme Javier Milei, comme Naïb Boukele, vous voyez, les pays ne sont pas évidemment les mêmes, ni les puissances les mêmes, mais quand même, que Orban en Hongrie, Poutine évidemment en Russie, ne parlons pas de Narendra Modi et de Xi Jinping. Au fond, on a l'impression aujourd'hui que on a toujours parlé des leaders, bien sûr, mais que la géopolitique se passe effectivement dans cette multipolarité que vous connaissez, dont tout le monde parle effectivement depuis déjà quelques décennies, que l'ère du monde infini commande, que le multilatéralisme est là à mort, et que entre justement l'Amérique, la Russie, les BRICS, etc., il y a un jeu, je ne dirais pas un jeu de bonneteau, mais un jeu de poker menteur qui est en train de s'exacerber. Jean-Baptiste Noé, est-ce qu'on est vraiment parti vers, au fond, les nouveaux empires, l'apparition de nouveaux empires? Oui, on a en tout cas des aires d'influence, on le voit très bien. Les États-Unis, alors c'est le monde occidental, la Chine qui est de plus en plus influente sur cette zone asiatique, où vous avez quand même un habitant sur deux de la planète. Et ces zones d'influence, eh bien, chaque pays veut évidemment les contrôler et être présent. Mais ce que l'on voit aussi, c'est qu'en fait, il y a quand même trois pôles principaux. Et on voit très bien avec les échanges commerciaux. Ces pôles, c'est la Chine et ses voisins, l'Europe et les États-Unis. C'est quand même ça qui concentre l'essentiel des échanges commerciaux, des échanges économiques. Ouais. Et le reste du monde est inséré, mais compte moins, est un peu en retrait. Et aujourd'hui, l'élément principal, c'est quand même cette confrontation Chine-États-Unis.
D'ailleurs, à travers la question russe et la question ukrainienne aussi. Oui, et on voit très 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 bien que si Trump non pas abandonne, mais lâche du lest du côté de l'Europe, c'est qu'il veut s'occuper de la Chine de façon beaucoup plus précise encore. C'est vraiment, comme vous dites, l'un des affrontements, les règlements de compte à Pékin-Coral. On va suivre ça, bien sûr. Sébastien Boussois, pour vous aussi, cette apparition, cette recomposition à qu'on accuse depuis des décennies et qui change quand même l'ordre mondial ou le désordre mondial, appelons-le comme on veut et comme on sent, il y a quelque chose qui se passe, mais de façon extrêmement forte, et on le sent. Oui, cette apparition est une de ce que j'ai appelé la galaxie pop dans mon livre, pop comme populiste ou populaire à tout le moins, a évidemment est la conséquence d'une part donc de régimes qui s'inscrivent dans la longue durée, on va dire, et qui peuvent avoir, aussi critiquable soit-il, une vision à long terme. Je veux dire, les Européens n'ont pas très bien compris que Poutine, dont l'obsession est d'avoir l'Ukraine, s'il l'a pas en 5 ans, il peut l'avoir en 15 ans, ou en tout cas à l'usure. Il a une stratégie à long terme. C'est la même chose pour le président chinois. La difficulté aujourd'hui, elle est dans nos régimes démocratiques qui, malheureusement, ne font pas le poids parce qu'on est dans des systèmes de courte durée. Alors on doit les défendre, et c'est avant tout évidemment ce qui a fait les grandes joies de la démocratie, mais peut-être qu'on est à une limite désormais, puisque même dans les démocraties non pas parfaites, mais en tout cas celles de l'Union européenne, on a de plus en plus de pays qui votent à ce qu'on appelle les extrêmes, mais parce que les partis modérés se sont effondrés, ou alors ils ont été aspirés, comme l'a fait Macron, et on se retrouve du coup dans des confrontations radicales de deux visions du monde tout à fait différentes, ou pas forcément si différentes que ça. Mais ce qui est évident, c'est que pour résister dans ce monde qui fuit le multilatéralisme, qui fuit les couloirs des grands barnums des Nations Unies et autres organisations du genre, tous les dirigeants que vous avez cités précédemment ne sont pas du tout des fans évidemment de ce type d'organisation, aimeraient pouvoir créer la leur, et que pour les Européens et pour les Américains, s'ils veulent résister, ils ont sûrement le sentiment aujourd'hui qu'ils doivent élire des dirigeants qui ont, pardonnez-moi l'expression, des couilles, et qui en tout cas ont à la fois un caractère, une personnalité et une forme d'autorité qui leur permet de résister. Donald Trump considère que la manière forte est le seul moyen de résister à ce nouveau monde qui vient. Maintenant, la question sera de savoir si ça donnera quelque chose ou pas. Je n'en suis pas convaincu. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est la grande transformation du monde qui est en train de se mettre en place. Mais comme vous dites, en fait, il y a les organes que vous avez cités, et puis il y a la durée. Et vous l'avez aussi, c'était le vrai problème. Pour terminer une phrase, Jean-Baptiste Noé, est-ce que le problème n'est pas posé effectivement de la démocratie? Non pas qu'on va pas jeter le bébé démocratie avec l'eau du bain, mais du court terme, mais quand même, est-ce que les démocraties aujourd'hui, vu ce qui se passe, est-ce que ce n'est pas devenu un métier à gros risque? C'est pour ça qu'il y a des États profonds et qu'il y a des administrations. C'est parce que elles durent. Les élus passent, mais l'administration, elle demeure. Et c'est ça qui donne la continuité aux démocraties. Oui, on va voir. Alors, et j'espère qu'elles ne seront pas fragilisées au point, effectivement, de céder à un certain nombre de sirènes qui se font de plus en plus pressantes. Merci à vous, merci. Je crois qu'on a fait un très très beau, et merci vraiment. On a fait un tour d'horizon, en tout cas, qui dit bien ce qu'il veut dire. Merci Jean-Baptiste Noé et merci Sébastien Boussois.